L'île de Karg en Iran est un atout majeur lors des négociations. À 25 km des côtes, elle est donc réputée pour son monastère, ses temples et ses découvertes archéologiques remarquables. Une raffinerie pétrolière qui traite jusqu'à 90% de toutes les exportations de pétrole iranien. Pour l'Iran, ses alliés et surtout ses adversaires, la valeur de l'île de Karg est évidente. Contrôlez l'île et vous pouvez étrangler l'économie pétrolière iranienne en la capturant intacte. Une autre nation pourrait forcer l'Iran à tout faire pour la récupérer, ou la détruire purement et simplement, le faisant passer d'une puissance rebelle à une simple note de bas de page économique, si l'on est généreux. Alors que les États-Unis et Israël font la guerre à l'Iran, il n'est donc pas surprenant que l'île de Karg soit devenue une obsession pour Donald Trump, président américain, doté de la puissance militaire pour s'emparer de l'île et mettre l'Iran à genoux. Actuellement, des milliers de marines et parachutistes américains se dirigent vers le Moyen-Orient, l'île de Karg étant probablement leur cible. Alors que l'oncle Sam convoite le joyau de l'économie iranienne, l'Amérique et ses alliés devraient se souvenir. Il est beaucoup plus difficile de prendre l'île de Karg dans la vie réelle que dans Battlefield 3 ou les jeux Delta Force. Si les États-Unis veulent prendre l'île de Karg avec seulement les forces en route vers le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a donc une réelle possibilité que l'île soit l'endroit où l'Amérique subisse sa pire défaite militaire depuis des générations. Petite note avant de poursuivre. J'ai reçu récemment un livre, et franchement, c'est l'une des choses sur l'apocalypse les plus cool que j'ai vues depuis longtemps. C'est un thème particulier, honnêtement, c'est l'un des livres les plus cools que j'ai vus récemment. Il s'appelle Le Guide illustré de survie, et ce n'est pas votre livre de survie habituel. Plutôt qu'un simple texte, le livre regorge d'œuvres et d'illustrations dessinées à la main. On l'ouvre à n'importe quelle page et on découvre qu'est-ce que c'est. C'est entièrement consacré à l'arbalète, regardez, chaque page est comme ça, magnifiquement illustrée avec des schémas. Et ici, il s'agit des plantes multivitaminées. Excellent, on va regarder de plus près. Et celui-ci ? Le cadre de portage d'Otzi. Oh, attends, je connais ça. C'est vraiment cool, les feux de camp, tout ça. Niveau de difficulté, facile. Ouais, avec des allumettes, mon Dieu, moi je galérerais. Cela examine 4 scénarios d'apocalypse. Pandémie, invasion zombie, hiver nucléaire et réchauffement climatique. Chaque chapitre ressemble à son propre univers, avec un artiste et un auteur différents. C'est à la fois un guide de survie, une œuvre d'art et un récit dystopique. En fait, tout a commencé sur Kickstarter et ils ont récolté plus de 600 000 $. Et c'est logique parce que c'est vraiment, vraiment magnifique. Je l'ai gardé non pas sur mon bureau ou au travail. C'est trop grand pour filmer mon bureau avec cette petite étagère, et c'est assez grand, donc je le laisse ouvert. Comme ça, les autres étagères là-haut, et je le laisse simplement ouvert. Je l'ouvre simplement à une page au hasard, et je lis rapidement. C'est comme un beau livre dans mon bureau, car je n'en ai pas. Regardez, si vous voulez y jeter un œil, je laisserai un lien dans la description ci-dessous. Regardez, vous pouvez prendre le guide de l'illustrateur sur la Bible, il est dans le lien dans la description. Et si vous utilisez le code WarFronts4Book pour la promotion, vous aurez une remise spéciale. Si vous aimez les trucs de survie, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Et maintenant, retour à la vidéo d'aujourd'hui. La cible ? Avant de comprendre ce que signifie attaquer l'île de Karg, commençons par parler de l'île elle-même. Malgré la tension mondiale sur le détroit d'Ormuz, l'île de Karg, au nord du golfe Persique, est nettement plus proche du littoral irakien que de l'océan Indien et se situe à seulement 25 km de la côte iranienne. L'île de Karg se trouve à environ 60 km de la ville de Bushehr, où se situe la seule centrale nucléaire de l'Iran et le port commercial le plus important du pays. À seulement 180 km de Bushehr se trouve la grande ville de Shiraz, qui compte environ 1,6 million d'habitants, abrite une grande raffinerie et constitue le centre économique sur lequel repose le sud de l'Iran. Ce que cela signifie concrètement, c'est que les installations d'exportation de l'île de Karg sont le site clé d'une région stratégique d'Iran, rendant cette zone particulièrement importante pour l'armée iranienne. C'est une région dotée d'une infrastructure civile bien développée, d'une forte présence du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, et très probablement d'un stock d'armes cachées correspondant. Ensuite, il y a l'île elle-même, une formation corallienne basse dont l'altitude ne dépasse que 70 mètres à son point le plus élevé. Avec une superficie d'environ 20 km², l'île de Karg est essentiellement plate, de forme à peu près triangulaire et entourée d'eau profonde. L'île ne possède pas de végétation ni d'obstacles notables, sauf quelques hauteurs près de son extrémité sud pour faciliter le passage des pétroliers. Elle possède sa propre réserve d'eau douce. Son littoral sablonneux et en pente douce en fait un lieu idéal pour un débarquement amphibie. Bien que proche de champs pétrolifères offshore, l'île n'accueille aucune production pétrolière terrestre.
À la place, l'île accueille le principal terminal pétrolier que nous avons mentionné plus tôt, une vaste installation qui occupe la majorité de la surface disponible de l'île. Cela s'explique principalement par la topographie de l'île. Les côtes iraniennes sont entourées d'eau peu profonde et rocheuse. Pour l'Iran, il était plus simple d'acheminer la grande majorité des exportations de pétrole vers l'île de Karg que de construire de nouveaux ports en eau profonde sur le continent. Pour illustrer l'ampleur des opérations sur l'île abrite la ville de Karg, zone à accès restreint accueillant environ 8200 résidents permanents ou semi-permanents. L'île reçoit du pétrole du continent iranien via des pipelines sous-marins et est aussi alimentée par des pipelines reliant directement 3 champs pétrolifères offshore à Karg, sans passer par la côte iranienne. Une fois le pétrole brut arrivé, la capacité de stockage de l'île peut accueillir jusqu'à 28 millions de barils à un moment donné. Ce pétrole brut est ensuite raffiné sur place avant d'être transféré au terminal d'exportation, où l'Iran se targue de pouvoir accueillir et charger 10 superpétroliers à la fois. À pleine capacité, les îles Karg exportent jusqu'à 1 600 000 de barils de pétrole par jour. Bien sûr, les responsables de l'île de Karg sont bien conscients que l'Iran se trouve actuellement au cœur d'un important conflit régional, et en conséquence, l'île n'est plus la même aujourd'hui qu'avant le début de la guerre. Entre fin 2025 et début 2026, l'Iran a déchargé du pétrole des îles Karg bien plus vite que le terminal ne recevait de nouveaux chargements, la majorité étant destinée à la Chine. Actuellement, les exportations depuis l'île de Karg ont fortement ralenti, bien que les navires iraniens traversent encore le détroit d'Ormuz sans être inquiétés par les navires de guerre américains ni par les autres bâtiments étrangers. Avant la guerre, l'île accueillait une forte présence militaire, notamment des forces basées sur l'île de Karg et sa piste de 1800 mètres. Ces forces ont subi de lourdes pertes infligées par l'US Air Force le 13 mars. Ce jour-là, le commandement central américain a affirmé avoir visé plus de 90 sites militaires iraniens à travers les îles. Selon l'Iran et les États-Unis, les infrastructures pétrolières de l'île sont intactes, mais les États-Unis affirment avoir détruit des dépôts de mines navales, des bunkers à missiles et divers sites militaires. Donald Trump a déclaré que les forces militaires sur les îles avaient été totalement anéanties. À ce jour, on ignore l'état des infrastructures militaires encore présentes sur l'île de Karg, si elles existent toujours. Les images satellites montrent que les exportations continuent malgré des dégâts visibles à divers endroits après les explosions. Une dernière question demeure sur l'île. Bien que, à ce stade, nous soupçonnions que la réponse puisse sembler évidente, pourquoi les États-Unis voudraient-ils la capturer ? Et en un mot, bien sûr, c'est pour avoir un moyen de pression. En contrôlant l'île de Karg, les États-Unis pourraient s'en servir pour prendre en otage l'économie iranienne. Les États-Unis pourraient se contrôler l'accostage et le chargement des pétroliers, ils pourraient donc fermer la raffinerie de l'île, ils pourraient entraver ou couper l'accès aux oléoducs, et ils pourraient là même menacer de détruire l'installation elle-même. À moins que l'Iran ne se conforme aux exigences américaines, selon des rapports récents d'Axios citant plusieurs hauts responsables américains, l'île fait partie des principaux candidats pour ce que les planificateurs américains appellent, je cite, le coup final pour mettre fin au conflit. Les États-Unis envisageraient d'attaquer d'autres îles près du détroit d'Ormuz, d'imposer un blocus ou de saisir des navires iraniens quittant le détroit. La prise de l'île de Karg offrirait un levier sans précédent à Washington. Selon ces sources d'Axios, l'intention de Washington est de lancer une opération si décisive que l'Iran n'aurait d'autre choix que de négocier. Et si les États-Unis estimaient qu'une telle opération est réalisable, alors l'île de Karg serait le premier choix évident. Malheureusement, pour les plus grands stratèges militaires américains, il existe une expression bien connue à propos de ce genre d'opération. Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. À l'origine, cette citation est attribuée au maréchal prussien du XIXe siècle, Helmut von Moltke l'Ancien, ce qui, soit dit en passant, est un nom très approprié pour un général prussien du XIXe siècle. Mais tout comme les conflits de l'époque de Moltke, les conflits de notre époque ont tendance à devenir très compliqués, très rapidement. Surtout lorsqu'une force d'attaque puissante lance une opération terrestre complexe et risquée, pensant avoir déjà l'avantage. Avant de détailler la défense iranienne de l'île de Karg, il faut préciser que l'Amérique doit la sécuriser pour en faire un atout stratégique lors des négociations. Elle devra faire bien plus que simplement hisser le drapeau américain sur la raffinerie centrale. Si les États-Unis tentèrent de s'emparer de l'île de Karg, ils rencontreraient une résistance dès leur approche et lors de la prise de l'île. Nous aborderons bientôt les détails de cette résistance, mais la majeure partie de la défense iranienne de Karg n'aurait en réalité pas pour but d'empêcher l'Amérique de s'emparer du territoire. Au contraire, la défense iranienne de l'île ne débutera vraiment qu'après sa prise. L'Iran continuera d'appliquer la même logique tactique et stratégique utilisée durant tout ce conflit. Mais en utilisant des missiles, des drones et toutes autres munitions capables d'atteindre une cible donnée, l'objectif de l'Iran est de faire payer un prix.
L'Iran ne cherche pas à gagner des affrontements directs, et en réalité, il préfère éviter complètement ces combats, car il comprend que ses adversaires, en particulier les États-Unis, sont beaucoup moins disposés à accepter des pertes ou des dégâts que l'Iran lui-même. Mais avant d'entrer dans une discussion détaillée sur ce à quoi cela ressemble, nous allons commencer par la résistance que l'Iran opposerait à une opération de prise de contrôle menée par les États-Unis. Cette défense commencera à une distance relativement longue, où l'Iran déploiera des missiles de croisière anti-navires, des drones kamikazes aériens et des drones maritimes encore plus dangereux pour tenter de frapper tout navire approchant par la mer. L'étendue des stocks d'armes restants de l'Iran est inconnue. Mais à en juger par la capacité de l'Iran à continuer de frapper des cibles à longue distance à travers le Moyen-Orient, Téhéran n'a clairement pas complètement épuisé ses armes. L'Iran compte aussi sur des défenses statiques, notamment des mines marines, qu'il peut poser en quelques heures avant l'arrivée d'une force américaine. Les forces que les États-Unis ou d'autres nations devraient rassembler en mer pour une telle opération sont considérables. L'Iran les verra arriver avant même qu'ils n'atteignent leur destination, surtout grâce aux renseignements fournis par la Russie et la Chine. Actuellement, les forces arrivant par les airs, comme les parachutistes ou l'appui aérien rapproché, relèvent d'un autre sujet. L'Iran ne peut pas réellement contester le contrôle du ciel. Bien que les avions à basse altitude soient plus vulnérables aux missiles portatifs et autres armes potentiellement détenues par l'Iran, les États-Unis pourront compenser ce risque par des frappes aériennes guidées par leurs renseignements en temps réel contre les défenses iraniennes. La concentration des forces terrestres de l'Iran sur l'île de Karg est actuellement inconnue. D'une part parce que l'Iran n'était pas vraiment disposé à fournir ce genre d'informations, même avant les frappes aériennes américaines, et d'autre part à cause des frappes aériennes. On ignore combien de soldats iraniens ou de leur matériel de combat ont survécu. Il est probable que tout équipement lourd présent sur l'île ne sera plus disponible. La déclaration précise des États-Unis sur plus de 90 cibles iraniennes détruites suggère qu'ils ont peut-être pu viser des caches d'approvisionnement cachées et dispersées sur l'île. Il est probable qu'une partie des réserves cachées de l'Iran ait survécu, ce qui signifie que les soldats, les paramilitaires et peut-être même les habitants de l'île prêts à se battre pourraient donc tous participer à une résistance organisée contre un débarquement américain. Selon un récent rapport de CNN, l'Iran travaille également à renforcer les défenses de ces îles à la suite des frappes aériennes américaines du 13 mars. L'Iran pose des mines anti-chars et anti-personnel, notamment sur les rivages des îles, et renforce un système de défense aérienne multicouche pour protéger Kak des attaques aériennes. Tout débarquement amphibie ou parachutiste sur les îles serait sûrement précédé d'un lourd bombardement aérien. Le problème des bombardements est que les avions manquent toujours des cibles. Alors que la surveillance ne parvient pas à détecter les défenses ou les stocks d'armes bien dissimulés, il est impossible de savoir ce que les États-Unis détruiront et ce qu'ils ne parviendront pas à repérer. Mais certaines de ces mines et défenses aériennes survivront. Cela suggère qu'elles pourraient ne coûter la vie à des soldats américains ou abattre des avions vulnérables, non furtifs et volant à basse altitude. Cependant, Karg sera difficile à défendre après l'installation d'une tête de pont américaine. Les Iraniens présents sur les îles seront soit laissés à découvert, soit obligés d'utiliser les infrastructures de la raffinerie comme couverture, à moins qu'ils ne se laissent repousser dans la ville insulaire où vivent la plupart des habitants. Après l'annonce de leur victoire à Washington, les véritables problèmes pour les troupes américaines pourraient commencer. Il faut noter que Téhéran pourrait, comme le pensent les États-Unis, voir que l'île est sous contrôle américain, et demander rapidement des négociations de cessez-le-feu. Cependant, les actions de l'Iran dans ce conflit montrent un modus operandi différent. L'objectif de l'Iran n'est pas une victoire conventionnelle. Téhéran peut accepter la mort de ses dirigeants politiques et militaires, la destruction de ses villes et des pertes massives parmi ses soldats, ses paramilitaires et ses soutiens civils. L'Iran se concentre sur la survie du régime, non pas sur la survie des personnes qui composent le régime, mais sur la survie du régime lui-même. Si les États-Unis occupaient durablement l'île de Karg, l'Iran subirait une ruine économique totale. Mais si les États-Unis veulent imposer la ruine à l'Iran, ils auront besoin de semaines, voire de mois pour y parvenir. Pendant ce conflit, la compréhension stratégique de l'Iran vis-à-vis des États-Unis a été constante et d'une précision inquiétante. Le public américain n'est pas prêt à accepter la perte de soldats, ni une douleur économique sévère ou durable, juste pour voir la République islamique renversée. Malgré les souhaits de l'administration Trump, le public, les marchés américains et une grande partie de sa base électorale n'accordent guère d'importance à cette guerre. Pour l'Iran, cependant, la guerre est tout, et au moment où j'écris ces lignes, l'Iran a constamment fait le pari qu'il peut forcer les États-Unis et leurs alliés à céder les premiers. Si l'Iran réagit ainsi à la prise de l'île de Karg, la capture initiale par l'Amérique sera facile. Le principal défi pour les États-Unis concerne les forces terrestres iraniennes, environ 350 000 soldats de l'armée et 150 000 déployés sur le terrain.
Les forces du corps des gardiens de la Révolution et des centaines de milliers de combattants Basij ont en grande partie été tenus à l'écart du conflit actuel. À moins qu'ils ne soient en bombardés depuis les airs ou qu'ils ne lancent des missiles et des drones. Et ils sont plus que prêts à entrer dans le combat après quelques semaines très frustrantes passées sur la touche. Ces forces auront du mal à atteindre l'île de Karg en masse et à lancer une contre-attaque amphibie contre les États-Unis, la majeure partie de la marine iranienne ayant été détruite ou neutralisée. Les forces iraniennes, loin d'être dépourvues de créativité, sont prêtes à risquer leur vie pour infliger des dégâts à l'adversaire. Des hors-bords aux bateaux de pêche et remorqueurs, tout pourrait être réquisitionné pour tenter d'improviser de petits débarquements et harceler les forces américaines. Leurs pièces d'artillerie seront bien plus dangereuses. Aucune de ces armes ne peut atteindre les adversaires moyen-orientaux de l'Iran, mais toutes peuvent frapper l'île de Karg au large des côtes iraniennes. Sans parler de la possibilité que l'Iran puisse utiliser des drones aériens à plus courte portée, similaires à ceux utilisés en Russie et en Ukraine, en utilisant potentiellement des câbles à fibre optique pour contourner la technologie de brouillage. Un compromis s'impose pour les troupes iraniennes. Si elles réussissent à rapprocher leur artillerie longue portée ou leurs embarcations de débarquement non conventionnelles pour menacer l'île de Karg, alors l'Amérique peut les voir, et l'Amérique fera tout son possible pour les détruire. Malgré tout, ces armes peuvent représenter une menace très réelle pour les forces américaines une fois qu'elles ont débarqué. Elles reviendront et seront encore plus pertinentes plus tard dans la discussion. Ensuite, il y a les munitions envoyées par l'Iran, comme les drones kamikazes et les missiles de croisière ou balistiques lancés depuis son territoire. Encore une fois, on ne sait pas exactement combien de ce type d'armement il reste à l'Iran, mais il est clair que l'Iran en a suffisamment pour représenter une menace. Même contre des cibles bien plus éloignées que l'île de Karg. En parlant de portée, l'Iran possède d'importants stocks de missiles et de drones à courte portée, des armes qui ne peuvent pas être utilisées pour menacer Israël, les États du Golfe ou les bases américaines dans la région. À Warfront, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les politiques de ciblage des États-Unis ou d'Israël. Mais nous pouvons faire une estimation éclairée et partir du principe que les deux nations ont concentré leur attention sur les munitions et les lanceurs à plus longue portée qui représenteraient une menace plus immédiate. Mais si l'Iran possède, disons, d'importants stocks de drones avec un rayon d'action de 100 km, alors ces drones vont représenter un énorme problème pour les troupes sur l'île de Karg, car ils peuvent être lancés depuis n'importe quel endroit du sol iranien dans un rayon de 100 km. Ces munitions détruiront les défenses aériennes, les radars fixes et équipements essentiels dont les États-Unis ont besoin pour sécuriser leurs forces sur l'île de Karg. À courte portée, cela aide l'Iran de diverses manières. Pour des cibles proches, quelques minutes suffisent pour sortir, préparer et lancer les armes. Il ne restait que quelques minutes avant qu'elles n'atteignent leur cible. Cela signifie qu'elles sont plus difficiles à repérer et à suivre pour la reconnaissance et la surveillance, et qu'elles sont plus susceptibles de passer à travers les défenses aériennes, surtout dans les phases initiales où un bouclier de défense aérienne américain au-dessus des îles pourrait ne pas être complet. Pour les États-Unis et Israël pendant ce conflit, la distance a surtout signifié la sécurité face aux armes iraniennes, et même en opérant à cette distance, leur tâche n'a guère été facile. Le New York Times a rapporté la semaine dernière que des drones et missiles iraniens ont gravement endommagé plusieurs bases militaires américaines, rendant certaines, notamment au Koweït, inhabitables. Avancer les troupes américaines aussi près de l'Iran que l'île de Karg, dans une situation où ces troupes, leurs véhicules, équipements, navires ou avions ont une capacité limitée à fuir ou se protéger. Et ils deviennent des cibles faciles, ensuite. Ce que nous voulons faire, c'est discuter des défis que les États-Unis devront surmonter avant même d'être en position de faire face aux problèmes dont nous avons déjà parlé. Mais avant d'en arriver là, nous aimerions prendre un moment pour parler de Warfront, qui est le site premium de notre équipe, un média d'actualité écrite, et une plateforme tout en un pour l'analyse des conflits mondiaux. Sur Fronts, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses majeures sur les conflits et la géopolitique mondiale. Chaque semaine, nous proposons des vidéos exclusives ainsi que notre salle de briefing, une sélection du samedi d'histoires méconnues venues du monde entier. Sur France, nous offrons chaque semaine des contenus gratuits, comme notre newsletter bi-hebdomadaire sur les conflits mondiaux, Warfront Weekly, et notre podcast exclusif, The Iran Daily Dispatch. Découvrez ces produits gratuits. Si vous voulez vous abonner, Front Company coûte 5 $ par mois ou 50 par an. Consultez le site et abonnez-vous si cela vous plaît. Et maintenant, retour à l'île de Karg et à ses défenses extérieures. L'Iran peut ainsi harceler et défier les États-Unis lors de leur tentative de prise de contrôle de l'île de Karg. Il peut bombarder, attaquer par raid et lancer d'autres offensives contre les troupes américaines une fois sur l'île. Mais ces deux cercles de défense, pour ainsi dire, sont ceux que l'Amérique rencontrera seulement après que ses forces auront atteint l'île de Karg.
Un autre cercle de défense qu'en que Washington doit considérer inclut le détroit d'Ormuz, les îles périphériques autour de l'Iran et le continent iranien. Nous aborderons bientôt la composition des forces américaines dans un chapitre dédié. Pour l'instant, retenons seulement que nous connaissons les moyens d'attaque des États-Unis. Les États-Unis déploient des parachutistes, des forces spéciales et des pilotes d'hélicoptères casse-cou. L'essentiel de sa force d'attaque sera constitué de UX unités expéditionnaires des Marines, chacune arrivant à bord de navires d'assaut amphibies. À leur arrivée, ces Marines américains seront probablement chargés d'un débarquement sur la plage. C'est pour cela qu'ils sont entraînés, c'est pour cela que leurs navires sont conçus, et c'est une mission que leur flotte semble prête à accomplir. Pour amener ces forces de débarquement amphibies sur l'île de Karg, il faut d'abord traverser le détroit d'Ormuz, ce qui implique actuellement de s'y frayer un chemin. Si vous échouez, ces unités de marine n'atteindront pas l'île de Karg et les États-Unis devront se contenter des seules troupes qu'ils pourraient larguer. Très vulnérables et probablement en infériorité numérique, largués depuis des avions de transport TACTI que l'Iran peut cibler relativement facilement, ou pire, par des hélicoptères volant à basse altitude. Pour les besoins de l'épisode d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur la catastrophe. Une opération purement aéroportée impliquerait si peu d'effectifs que les problèmes évoqués plus loin seraient impossibles à résoudre. Prendre le détroit d'Ormuz est une tâche extrêmement difficile en soi. À ce jour, les États-Unis n'ont pas essayé et préfèrent réprimander les membres de l'OTAN qui refusent. Le détroit ne fait qu'environ 50 km de large à ses points les plus étroits, ce qui le place bien à portée de toutes ces armes redoutables dont nous avons déjà parlé, tirées depuis le continent iranien. L'Iran a déjà posé des mines marines dans la région et il est probable qu'il en placerait d'autres si les États-Unis tentèrent de s'emparer du détroit. L'Iran possède plus d'1 millier de petites vedettes rapides pour harceler les navires tentant d'entrer, et ces embarcations rapides sont principalement concentrées près du détroit. Même si on ignore combien de ces navires sont encore en service. Pour résoudre tous ces problèmes en même temps, les États-Unis manquent de navires de guerre déployés dans le golfe d'Oman, notamment de chasseurs de mines, spécialisés majoritairement indisponibles. Et si les États-Unis voulaient vraiment s'assurer que le détroit était sous contrôle, ils devraient capturer au moins une partie du littoral iranien, ce qui exigerait une part importante des forces terrestres à la disposition de l'Amérique. Rappelez-vous, il y a peu, nous avons parlé des centaines de milliers de soldats iraniens au sol, impatients de se battre. C'est ici qu'ils prennent toute leur importance. Ils ne peuvent accéder à l'île de Karg après sa prise, sauf s'ils sont assez courageux ou stupides pour tenter un débarquement en bateau de pêche. Mais ils peuvent concentrer leur puissance le long des zones côtières du territoire continental iranien. Si les États-Unis doivent mobiliser leurs marines pour sécuriser le détroit afin d'envahir l'île de Karg, ils ne pourront pas escorter les navires commerciaux hors du golfe Persique rapidement. Selon les experts, ces traversées sont si risquées que les États-Unis et leurs alliés pourraient devoir y consacrer 1 ou 2 navires de guerre, pour chaque pétrolier qui est escorté pour franchir le détroit. Si les États-Unis veulent essayer de le faire en convoi, alors pour déplacer 10 pétroliers, les États-Unis ont besoin d'une douzaine de navires de guerre. Ce type de puissance navale n'est pas disponible dans la région actuellement. Mais imaginons que les États-Unis décident d'agir. Cela ouvre le détroit d'Ormuz et sécurise la côte iranienne le temps que les groupes d'assaut amphibies passent. Supposons aussi que les États-Unis tiennent le détroit. Puisque capturer le détroit pour ensuite l'abandonner n'a pas beaucoup de sens sur le plan stratégique. Ensuite, ces navires américains doivent contourner les îles périphériques iraniennes du golfe Persique et éviter toutes les munitions qui pourraient y être cachées. Ensuite, si les États-Unis veulent se débarquer des troupes sur l'île de Karg et les protéger de tous ces obus d'artillerie, roquettes, missiles, drones et assaillants dont nous parlions tout à l'heure, alors les États-Unis peuvent le faire. Pour accomplir cette tâche rapidement, il faut capturer davantage de littoral en prenant et maintenant une zone tampon près des îles de Karg. Cela pose à nouveau le problème des forces terrestres iraniennes, cette fois dans une zone économiquement cruciale et dotée d'infrastructures développées, où les troupes iraniennes seront présentes en grand nombre, capables de évoluer sur le terrain et de manœuvrer vite. Et peu importe ce que les États-Unis choisissent ou non de capturer au final, ils doivent maintenir leurs opérations partout où ils décident de conserver un territoire. Et s'ils cèdent un territoire après l'avoir pris, ou décident de ne pas capturer tout ce territoire? Ce sera alors un signe pour les forces iraniennes qu'elles peuvent risquer d'aller plus loin dans leur offensive. Si les États-Unis ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz, les îles iraniennes voisines, les îles de Karg et les côtes proches de Karg et du détroit, alors l'Iran l'aura confirmé. L'Amérique soit ne peut pas s'étendre aussi loin, soit n'est pas disposée à affronter la force d'attaque. À ce stade de l'épisode, on imagine qu'il y a probablement une partie de notre public qui regarde. Bonjour, merci d'être là et de regarder. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous sous-estimons l'armée américaine.
Après tout, même si les États-Unis ne se sont pas vraiment montrés compétents pour reconstruire des pays, les forces américaines sont extrêmement compétentes lorsqu'elles sont à l'offensive. La puissance aérienne américaine est la meilleure au monde. La puissance navale américaine est la meilleure au monde. Et toute personne sur Terre prête à affronter les Marines dans un environnement amphibie ne sait clairement pas à qui elle a affaire. Le principal obstacle pour les États-Unis n'est pas la compétence, mais le nombre de soldats disponibles. Dans les occupations militaires, l'effectif est sans crucial. Les forces terrestres américaines en route pour le Moyen-Orient suffisent tout juste pour une telle opération. Il y a suffisamment de troupes en route pour s'emparer de l'île de Kharg si l'île de Kharg existait en vase clos et qu'il n'y avait rien à craindre du monde extérieur. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Et pour que les États-Unis forcent le passage du détroit d'Ormuz sans réellement le capturer. Prendre les îles de Kharg sans tenir compte des menaces régionales serait extrêmement risqué. La plupart des forces américaines arrivant aujourd'hui sont réparties entre deux groupes amphibies, de la marine et les unités expéditionnaires du corps des Marines à bord. Ces deux groupes de navires transportent au moins 3000 Marines au total, et peut-être près de 5000, ainsi que les milliers de marins de la Navy nécessaires pour faire fonctionner les navires eux-mêmes. La première unité expéditionnaire du corps des Marines sera déjà arrivée dans la région lors de la diffusion de cet épisode. Toutefois, si vous le regardez, c'est que ces forces n'ont pas encore attaqué. Le deuxième groupe devrait arriver aux alentours du 8 avril, moment où les États-Unis devront soit leur dire de rester en attente, soit commencer à ouvrir la voie vers le golfe Persique. La 82e division aéroportée arrive aussi dans la région avec environ 1500 parachutistes entraînés pour des déploiements rapides. Dans l'hypothèse où ils devraient prendre des zones contestées derrière les lignes ennemies, les membres actuels de la 82e n'ont jamais sauté en parachute en situation de conflit réel. Leur dernier saut de combat date de l'invasion du Panama en 1989. Bien entraînés en restant sato, il reste des unités légères. Il en est de même pour les Marines américains, qui se déplacent sans chars ni nombreux véhicules d'infanterie vers la région. Selon certaines sources, les États-Unis veulent envoyer plus de forces spéciales dans la région, dont les Rangers, les équipes de guerre spéciales navales et la Delta Force, les raiders surentraînés et ultra compétents qui, tout récemment, ont capturé le Vénézuélien Nicolás Maduro dans sa chambre fortifiée. Les États-Unis pourraient aussi déployer leurs Night Stalker, pilotes d'hélicoptères spécialisés, experts en opérations d'insertion et d'extraction risquées. Mais au total, même en étant très optimiste quant au nombre de soldats que les États-Unis déploieront, cela ne représente qu'environ 8000 soldats au sol. Issus de plusieurs branches de l'armée, avec différentes spécialisations, ils sont tous très coûteux, hautement entraînés, des unités de grande valeur, représentant un immense investissement en temps et en ressources de la part des États-Unis. Sans parler de l'immense nombre de vies mises en danger. Et même si 8000 soldats ce n'est pas rien, ce n'est tout simplement pas suffisant pour tenir. L'île de Kharg, plus la côte iranienne voisine, plus tout ce qu'il faut capturer et comment maintenir le contrôle du détroit d'Ormuz, 8000 hommes suffisent largement pour capturer l'île elle-même. En capturant seulement l'île, les États-Unis enverraient 8000 combattants précieux s'installer sur une terre très vulnérable et exposée. Envoyez-les sur la côte iranienne pour une mission censée rendre l'île de Kharg plus sûre à occuper. Et la longueur de côte que ces troupes devraient capturer, puis défendre face au nombre écrasant de soldats iraniens qui pourraient arriver et s'opposer à eux, serait tout simplement trop importante. Aucun des alliés des États-Unis ne viendra non plus aider. Les nations de l'OTAN ont clairement fait savoir qu'elles n'ont pas l'intention de mettre leurs propres troupes en danger pour cette guerre. Il en va de même pour les nations de l'Indo-Pacifique. Si les États-Unis s'emparaient du détroit d'Ormuz et le tenaient honte jusqu'à l'arrivée d'une coalition navale de l'OTAN. En période d'hostilité réduite, ces forces de relève pourraient permettre aux troupes américaines de se déplacer. Mais le délai est de plusieurs semaines ou mois. Israël aussi n'a aucune force à épargner. Le pays tente d'envahir et d'occuper le sud du Liban, tout en continuant d'occuper la majeure partie de Gaza, en maintenant l'ordre en Cisjordanie, menant sa campagne aérienne contre l'Iran et défendant le reste du territoire contrôlé par Israël contre d'autres menaces potentielles. Le pays manque de troupes pour ses opérations, comme le reconnaissent ses chefs militaires. Il n'a pas non plus de forces terrestres en surplus pour aider. Les marines sur les îles Kharg, les États du Golfe, pourraient être plus disposés, mais ils ne peuvent pas suivre. Du moins pas dans des environnements de menaces complexes et rapides auxquels une force d'occupation initiale ferait face. Sans compter que ces États du Golfe devront gérer la riposte massive de l'Iran contre leurs infrastructures énergétiques, centres de population et peut-être usines de dessalement. Même occuper l'île de Kharg elle-même ne sera pas aussi facile qu'il n'y paraît. C'est un endroit où des milliers de personnes vivent encore aujourd'hui, et si certains parmi eux font partie de l'armée iranienne, la plupart ne le sont pas.
Cela signifie que si les États-Unis s'emparent de l'île de Karg, ils devront également contrôler une population civile, ce qui exigera des tâches de surveillance et de garde intensive, 24 heures sur 24 de la part des troupes qui devront rester sur place. Les États-Unis risqueraient donc que des combattants iraniens s'infiltrent dans les camps d'internement à cause de la forte population civile. Cela demanderait plus de troupes pour les contrôles de sécurité, l'intervention rapide et compenser les pertes dues aux embuscades ou tireurs isolés. Ce problème ne peut se résoudre qu'en détournant des soldats des 8000 hommes présents sur le terrain. Si nous faisons preuve de générosité en concluant cette section, nous devrions le signaler. Très récemment, au moment d'écrire ces lignes, le Wall Street Journal indique que Washington envisagerait d'envoyer 10 000 soldats de plus au Moyen-Orient pour soutenir une opération comme la prise de l'île de Karg. Ces troupes seraient équipées de véhicules blindés lourds. Ce rapport n'était pas confirmé lors de la rédaction de cet épisode, mais si ces troupes arrivent quand vous le regardez, vous trouverez facilement l'information dans de nombreux médias. Mais même si ces 10 000 soldats contribueraient grandement à résoudre les problèmes que nous avons exposés, il reste encore 2 préoccupations majeures à mentionner. Premièrement, 10 000 soldats supplémentaires pourraient encore ne pas suffire si les États-Unis doivent s'emparer, occuper et défendre. Cela représenterait quelques centaines de kilomètres carrés de côte iranienne entre les environs de l'île de Karg et du détroit d'Ormuz. C'est un vaste territoire à tenir, surtout avec des centaines de milliers de fantassins iraniens attaquant leur position. Deuxièmement, avec une force de cette taille et compte tenu des limites des capacités de transport aérien et maritime dont disposent les États-Unis. Il faudra au minimum plusieurs semaines pour préparer une force de cette taille, la déplacer vers le Moyen-Orient, puis la déployer au combat. C'est possible, 10 000 soldats en plus seraient utiles, mais il est difficile de dire précisément les faits. Les risques de l'excès de confiance. Alors que nous arrivons à la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, nous espérons que vous percevez le dilemme dans lequel les États-Unis sont en train de s'engager. Mais notre équipe Warfront doute que les États-Unis, surtout leurs dirigeants les plus téméraires, mesurent vraiment ce à quoi ils s'engagent. Avec cette Maison-Blanche, il y aura toujours une couche de machisme et de discours musclés dans chaque conversation. Mais même en prenant en compte cette tendance rhétorique, les dirigeants américains semblent avoir constamment sous-estimé l'Iran depuis avant le début du conflit. Pire, les États-Unis ne semblent pas apprendre de ces erreurs. Donald Trump a voulu négocier rapidement après que l'Iran a menacé de détruire les usines de dessalement du Golfe. Hormis cela, Donald Trump et son administration semblent convaincus d'avoir déjà gagné. Oui, si ce conflit avait un score, celui des États-Unis et d'Israël dépasserait largement celui de l'Iran. C'est une guerre, pas un jeu, et pour l'Iran, gagner, c'est survivre. Le score n'a pas d'importance tant que la République islamique tient toujours, et la République islamique tiendra toujours. Même si l'île de Karg était totalement détruite, selon nous, aucune nation ne tenterait de s'en emparer par une invasion terrestre dans ces circonstances si elle comprenait cette réalité. Si l'on prend l'administration américaine au mot, Washington semble comprendre ce conflit et son rôle de force combattante. Alors il semble que Trump et ses alliés croient desservir leurs intérêts avec une invasion terrestre de l'île de Karg. Ils pensent donc que leur coup final contre l'Iran obligera le régime à négocier selon des conditions favorables aux États-Unis. Ils subissent des pressions d'Israël pour poursuivre le conflit aussi longtemps que possible, et ils subissent des pressions des États du Golfe pour s'assurer que les capacités de l'Iran soient tellement réduites qu'ils ne puissent plus jamais menacer la région de cette manière. Malgré ce que pourrait indiquer une écrasante majorité de sondages américains, malgré les inquiétudes évidentes qui traversent les marchés américains, Trump tourne en rond. Il semble croire que ces problèmes disparaîtront s'ils peuvent démontrer suffisamment de force et exercer assez de pression pour faire capituler l'Irak. Leur logique est guidée par une profonde croyance dans la puissance militaire américaine et dans l'idée d'une supériorité stratégique américaine incontestable. Lors de ce conflit, ils ont considéré comme un acquis fondamental, plutôt que comme un ensemble d'avantages que les États-Unis ont délibérément préservés par des efforts constants pendant des décennies. Dans l'ensemble, la compréhension par Washington de ses propres intérêts semble indiquer que Washington estime qu'une invasion de Karg vaut la peine d'être tentée. Quoi que pensent Trump et ses alliés, 3 réalités fondamentales dictent l'invasion de l'île de Karg. Première réalité, capturer l'île de Karg n'est pas la même chose que sécuriser l'île de Karg comme un levier significatif contre Téhéran. Pour transformer l'île en levier, les États-Unis doivent capturer et tenir d'autres cibles qui placent alors leurs forces dans la Karg hors de danger. Deuxième réalité, les États-Unis n'ont pas la concentration de forces nécessaires, ni au Moyen-Orient, ni en route vers le Moyen-Orient, pour assurer la capture et la tenue simultanée de toutes les cibles nécessaires. Et la troisième réalité,
Les États-Unis ne peuvent tolérer la mort de nombreux soldats américains dans une guerre que la majorité des Américains ne soutient ni ne juge nécessaire. Les États-Unis ont reconnu à ce stade la mort de 13 militaires américains, ce qui pose déjà un problème majeur pour le public américain. Tenter de capturer l'île de Karg, ainsi que plusieurs portions du littoral iranien avec 8 000 soldats, ou même 18 000, c'est la garantie que ces pertes augmenteront au moins 10 fois. Et cela seulement si les États-Unis ont beaucoup de chance. Ils ne peuvent supporter de lourdes pertes humaines sans rendre cette guerre politiquement intenable. Et l'Iran le sait, ne vous y trompez pas, dès que l'Iran aura des images de marines et de parachutistes américains mourant de façon atroce et horrible sur le sol iranien, ces images seront diffusées aussi souvent que possible, dans le plus d'endroits possible. Juste pour faire comprendre aux Américains le coût de la guerre, aucune des nations impliquées dans ce conflit n'a l'intention de jouer franc jeu. Et quand l'Iran jouera sale, voilà à quoi cela ressemblera. L'Iran doit accepter de lourdes pertes parmi ses troupes, il n'a pas d'autre choix. Et si une invasion américaine de l'île de Karg est aussi mal pensée et exécutée qu'elle en a l'air, alors les États-Unis tombent dans un piège où l'Iran pourra les saigner à blanc et forcer Washington à capituler. L'équipe de Warfront sait que cette évaluation sombre sera difficile à entendre pour certains de nos téléspectateurs américains. Mais c'est la vérité. La guerre a trop évolué, et l'Iran maîtrise trop bien ce type de conflit pour qu'une invasion de l'île de Karg se passe comme Donald Trump l'imagine. Merci de nous avoir regardés.